Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse. Merci de rester pour cette deuxième table ronde. Présence nombreuse qui démontre que l'intérêt pour les matières diplomatiques, les sujets internationaux et de défense sont toujours élevés. Et donc, en tant qu'électeur, je constate votre intérêt, et bien que cette campagne n'aborde pas vraiment ces thèmes, comme nous l'avons déjà dit, je constate que l'intérêt, en tout cas, est là. Bon, et je m'en réjouis. Donc, mon nom est Martine Jacot. Je suis responsable et souvent coupable de ce cahier géopolitique que nous avons lancé fin septembre au Monde, et qui donc paraît dans les mondes datés dimanche lundi. Et après les échanges fort riches de cette première table ronde, j'avais envie de dire que nous allons passer aux exercices pratiques. Nous allons parler non seulement d'ambition stratégique, mais de coûts et de chiffres un petit peu à la nord-américaine, c'est-à-dire après les concepts, les idées, qu'elles coûtent cher ou pas. Nous allons un petit peu voir la réalité des choses. Alors, nous avons avec nous, et dans l'ordre des interventions de chacun, pour aborder cette question, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions stratégiques? J'allais dire quelles ambitions, à la lumière de la première table ronde. Nous avons Camille Grand, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique depuis 2008. Camille, vous aviez été auparavant, de 2006 à 2008, sous-directeur des questions multilatérales et du désarmement au sein de la direction des affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères, après avoir été conseiller diplomatique adjoint de la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Étienne de Durand, directeur depuis 2006 du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialisé dans les politiques de défense françaises et américaines. Et vous avez suivi de près les crises irakiennes et afghanes en vous rendant à plusieurs reprises sur le terrain. Vous êtes l'auteur du chapitre du dernier Ramsès 2012, donc, sur la fin des interventions militaires, point d'interrogation. On va revenir sur ce thème. Nous avons avec nous aussi Louis Gauthier, conseiller maître à la Cour des comptes, professeur à l'université Lyon 3. Vous enseignez des matières relatives à la défense et aux relations internationales. Vous êtes aussi président du réseau Orion, l'Observatoire de la défense de la Fondation Jean Jaurès, et l'un des conseillers pour la défense de l'équipe de François Hollande, ce qui va peut-être nous permettre quelques échanges et quelques questions de la part de la salle. Il faut que je dise aussi, par honnêteté et par éthique, que vous êtes membre du conseil d'administration du Monde. Et enfin, le général d'armée Jean-Louis Georgelin, je devrais dire mon grand chancelier, c'est ça. Vous avez été chef d'état-major des armées de 2006 à 2010. Donc, à ce titre, vous avez modelé notre posture de défense actuelle et même notre modèle d'armée actuelle. Vous avez servi auparavant comme chef d'état-major particulier du président Chirac. Et enfin, je le disais en introduction, parmi les très nombreuses distinctions que vous avez reçues, vous avez été nommé grand chancelier de la Légion d'honneur en 2010. Voilà, alors donc, j'avais aussi, comme Nathalie, préparé un propos liminaire, mais je vais l'abréger avec simplement 2 chiffres. Selon Cédric Méreuse de l'École de guerre française, la défense française aura perdu un peu plus de 54 000 emplois entre 2008 et 2015. Premier chiffre. Deuxième chiffre, je ne vous inonderai pas, les dépenses en matière de défense représentaient près de 4% du PIB français en moyenne entre 1985 et 1990, et elles ne représentent plus que 1,6%, je crois, de ce PIB actuellement. Alors, à 35 jours exactement du scrutin du premier tour de l'élection présidentielle,
La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions stratégiques ? Bruno Racine, tout à l'heure, parlait d'éclipse de l'Europe. Est-ce qu'on doit aussi parler d'éclipse de la France ? Pour commencer cette table ronde, je vais inviter Camille Grand à nous donner un petit peu un état des lieux de la situation des budgets, de la défense et des priorités, des contraintes budgétaires aussi. Et très concrètement, ça va être, je crois, l'objet de la discussion de cette table ronde. Est-ce que la France pourra préserver simultanément sa dissuasion nucléaire, ses outils de renseignement, sa capacité à agir dans des opérations variées et exigeantes, une base industrielle et technologique de défense et un format d'armée cohérent ? Donc, je passe le micro à Camille pour un état des lieux, déjà. Merci beaucoup. J'ai mauvaise conscience comme co-organisateur de voir des gens encore sur les marches. Il y a de la place devant. N'hésitez pas pendant cette ouverture. Je voulais peut-être commencer par un petit rappel justement du quinquennat écoulé par rapport à cette question-là et des dernières années en général, en rappelant que peut-être contre les évaluations ou les estimations qu'on pouvait faire en 2007 ou quelques années auparavant, on a eu un quinquennat qui a été marqué par un grand nombre d'engagements militaires et par une grande utilisation de l'outil militaire. Et que cet état de choses n'est pas, de mon point de vue, tant le fait d'un président porté sur la gâchette que d'un environnement international et stratégique qui est marqué par l'existence de nombreuses crises pouvant mettre en danger nos intérêts, nos ressortissants, nos valeurs, et qui nous amènent à intervenir. Et pour faire un petit peu écho à la conversation précédente, dans un contexte où les émergents ne prennent pas leur rôle dans la gestion et le traitement de ces crises, que ce soit au plan diplomatique ou assez largement au plan militaire, même si un certain nombre d'entre eux contribuent, par exemple, aux opérations des Nations Unies, notamment en Afrique. Mais pas, disons, la plus grande part de la gestion de ces crises revient encore aux Occidentaux, qu'ils le veuillent ou non d'une certaine manière. Et ça, c'est un état de choses qui s'impose à nous en premier temps. La deuxième chose qui me semble importante, c'est dans ce rythme d'engagement qui a été très soutenu, finalement, a mis notre appareil militaire, on pourrait dire, à rude épreuve. Il a plutôt passé le test, mais finalement, on a enchaîné des missions très diverses, et ça, c'est un facteur de complication pour les armées, et surtout très multiples et parfois simultanés. Alors, on a en tête, évidemment, les grands moments et les grands débats qu'ont été l'Afghanistan et la Libye, bien sûr, mais les interventions en Côte d'Ivoire, la présence navale dans l'océan Indien au titre de la lutte contre la piraterie, le maintien d'une présence dans les Balkans, les exigences de la stabilisation de la zone sahélienne. Chacune de ces opérations, dans des registres très divers, ont imposé finalement un rythme d'engagement soutenu. Et c'est intéressant quand on regarde ce qui a été un des éléments fondateurs à la fois de la programmation militaire et du livre blanc, c'est-à-dire cette notion de contrat opérationnel. On voit que pour chacune des armées, ces contrats opérationnels on n'est pas passé très loin de toucher les limites des contrats opérationnels signés et qui définissent le format des armées. Et encore une fois, avec un élément, un facteur de complication supplémentaire qui est la multiplicité des théâtres. Pendant la Libye, on devait aussi faire la police de l'air dans la Baltique au titre de nos engagements dans l'OTAN au profit de nos amis baltes. C'était quelques avions engagés, tout en étant en Afghanistan, tout en ayant une présence en Afrique et ainsi de suite. Donc tout ça pose la question, effectivement, en termes un peu crus, du retour de la guerre, on peut dire, au XXIe siècle. C'est-à-dire par rapport à une réflexion stratégique et un outil militaire qui était conçu
beaucoup autour de la dissuasion comme ayant pour objet de prévenir la guerre, on se trouve finalement engagé dans des conflits, dont des conflits de haute intensité qui imposent à l'outil militaire, aux armées, au matériel, quelque chose d'un petit peu inhabituel et qui a plutôt été en s'amplifiant dans les 15 dernières années. Et ça, c'est une des premières questions que je poserai, c'est qu'on part souvent de l'idée que ce rythme d'engagement va se réduire, que c'était beaucoup des guerres de choix et que finalement, cette phase qui commence dans les Balkans dans les années 90 et qui va jusqu'au retrait d'Afghanistan dans les années qui viennent, on fermerait une parenthèse comme on l'avait ouverte en quelque sorte. Et moi, je ne suis pas certain de ça, parce que j'ai le sentiment que dans l'environnement stratégique qui est le nôtre, il est difficile et personne n'aurait prévu, quelques mois avant la Libye, qu'on se trouverait engagé sur ce théâtre. Personne n'aurait nécessairement prévu, quelques mois avant le 11 septembre, qu'on se trouverait engagé pour une dizaine d'années en Afghanistan. Donc ça, je crois que c'est important d'avoir ce point en tête, c'est que ces conflits n'ont pas été, en général, des guerres de choix, et que l'exception, en quelque sorte irakienne, ne doit pas cacher la réalité qui est qu'on a plutôt un rythme d'engagement imposé par les crises que l'inverse. Ce qui pose la question, et c'était le paysage décrit par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, de savoir si les fondamentaux de ce livre blanc que Bruno Racine rappelait tout à l'heure sont toujours d'actualité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien confronté, est-ce que la menace terroriste, telle qu'elle était définie dans le livre blanc, a toujours la même acuité post-Ben Laden, etc. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la priorité qui était accordée à cette dimension. Et évidemment, les événements les plus récents rebattent un peu ou reposent ces questions en termes assez crus. D'une manière générale, est-ce que le paysage décrit de prolifération balistique et nucléaire est un paysage qui se confirme, et je crains que les développements de nos amis nord-coréens, iraniens, etc. n'aillent pas dans le sens d'un apaisement nécessairement. Enfin, sur la question de l'arc de crise, et ça, c'est, me semble-t-il, une des questions les plus intéressantes, est-ce que l'arc de crise tel qu'envisagé comme référence pour nos engagements est bien le plus pertinent, ou est-ce qu'à cet arc de crise du livre blanc, de l'Afrique occidentale à l'Asie centrale, on aurait un arc de crise se superpose en partie avec l'arc de crise américain qui va du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient. Et comment est-ce que cette interaction, ce croisement, comment le gère-t-on? Donc, au fond, la question posée en termes assez crus, c'est est-ce que les Européens, les Français, la France, l'Europe, souhaitent être des acteurs de la scène stratégique, ou vont-ils, comme je le dis dans le papier du cahier, sombrer dans l'insignifiance stratégique parce que, comme le disait Thérèse Delpech, ils veulent qu'on les laisse en paix plutôt que de faire la paix. Formule qui a été reprise d'ailleurs par le président de la République aux meilleures sources. Donc cette question pose en termes assez crus la question du décrochage. Ce n'est pas un décrochage massif, systématique, c'est un décrochage relatif. Parce que ce qui me frappe dans tout ça, ce n'est pas tellement que les Européens ne dépensent plus rien, ils dépensent encore pas mal d'argent pour la défense. C'est la comparaison de ce qu'ils font par rapport aux autres. Et là, les chiffres, que ce soit les chiffres du CIPRI que le Monde a retenu et qui sont les plus prudents parmi les chiffres, les données internationales utilisées en matière de défense, marquent un décalage très frappant. Je les rappelle en un mot. Sur la dernière décennie, la Chine augmente son budget de 189% pendant que les États-Unis l'augmentent de 81%, la Russie de 82%, l'Inde de 55%, et que les Européens stagnent. Et cette stagnation, en fait, cache des disparités, puisque les Britanniques l'ont assez nettement augmenté, que les Français l'ont un peu augmenté, et que la plupart des autres, avec quelques exceptions intéressantes, l'ont plutôt réduit. Donc, cette évolution-là,
pose toute une série de problèmes pour nous qui sont compliqués parce que ce qu'on pourrait appeler le défi américain, c'est-à-dire au fond des États-Unis qui nous disent, et qui nous disent avec de plus en plus de brutalité, prenez vos responsabilités, prenez vos responsabilités, prenez vos responsabilités, et puis ça c'était le discours de Gates au moment de son départ l'année dernière. On a vu en Libye qu'il y avait une traduction concrète, ce leadership from behind, qui indiquait que dorénavant, il n'avait pas forcément l'intention dans toutes les opérations de l'OTAN d'en assurer le cœur de l'opération. Alors ils ont apporté des éléments indispensables, un petit peu faute de capacité européenne d'ailleurs, ils n'auraient pas forcément souhaité apporter tous ces éléments, c'était un peu sur notre insistance. Mais ils nous posent cette question, et ça se traduit dans le document auquel Michel Fouché faisait référence tout à l'heure, de janvier dernier, par l'affirmation du pivot des États-Unis vers la zone asiatique, et au fond, le rappel que l'Europe, c'est important, qu'il n'est pas question de s'en désengager, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus que 2 brigades américaines en Europe, et que cet engagement américain aujourd'hui en Europe est devenu moins prioritaire, ce qui pose une question à des Européens qui finalement s'étaient habitués à vivre dans un système de ce type. Donc, quelles sont nos options pour la politique de défense dans ce contexte ? Au fond, les priorités, Martine Jacot les rappelait. Est-ce que on voit les grands axes, donner la priorité aux outils d'indépendance stratégique, la dissuasion, les fonctions connaissance et anticipation du livre blanc, donc le renseignement, le spatial, etc., et aux capacités de commandement autonomes. Premier axe. Deuxième axe, quelque chose qui porterait avant tout sur les capacités militaires d'intervention, c'est-à-dire de conserver un outil cohérent et des capacités adaptées pour être en mesure d'intervenir dans la régulation des crises, donc avec une priorité donnée à des moyens conventionnels en nombre suffisant, pour intervenir avec une question subsidiaire, seul ou en coalition, le modèle pouvant être un petit peu varié suivant où on met le curseur entre ces deux hypothèses. Et enfin, troisième priorité, qui a souvent les faveurs de l'industrie, d'insister sur la base industrielle et technologique de défense en disant ce qu'il faut, c'est préserver l'avenir en préservant nos compétences pour demain être en mesure de remonter en puissance parce que nous serons restés à la pointe de la technologie dans les domaines critiques quitte à passer par une phase de pénurie dans tout ça. Alors, ce débat-là me semble être porteur à la fois porteur d'un certain nombre de risques. D'abord parce que dans l'équation budgétaire, si on part du principe que l'objet, c'est de réduire l'effort budgétaire, on court, à mon avis, un certain nombre de dangers. Le premier, c'est un scénario que moi j'appelle, de manière bienveillante d'ailleurs pour nos voisins transalpins, l'Italie plus la bombe. C'est-à-dire, au fond, une réduction telle de nos moyens conventionnels qu'on s'oriente vers un format d'armée et une capacité d'intervention comparable à celle de nos amis italiens, qui n'est pas nulle et négligeable, qui est celle d'un pays qui veut tenir son rang dans des coalitions européennes, atlantiques, mais qui n'a pas pour ambition de prendre le commandement, d'être nation cadre dans des opérations, de prendre des responsabilités élevées dans des opérations de haute intensité, etc., auxquelles on joindrait, pour faire bonne mesure, la préservation de la dissuasion préservée dans ce dispositif-là. Si on regarde les chiffres bruts, ça ressemble un petit peu à ça, aujourd'hui déjà, en termes si on regarde les chiffres juste de dépenses de défense. Alors, on peut dire qu'on les utilise peut-être un petit peu mieux, mais on n'est pas très loin d'un modèle de ce type. Une variante qui serait le choix du tout technologique en disant on va réduire encore les formats. Martine Jacot rappelait les réductions des formats du ministère de la Défense déjà engagés, et on va donner la priorité aux technologies.
risque de nous faire tomber dans quelque chose qui ne serait pas forcément ni efficace au sens financier, ni efficace au sens militaire, qui serait une sorte de modèle échantillonnaire où on conserverait des niches de technologie élevées, mais dans des volumes tels qui seraient difficilement déployables et le tout avec un appareil de défense qui risquerait de manquer de cohérence. Enfin, autre effet possible du franchissement de ces seuils critiques en matière budgétaire et capacitaire, le glissement vers une stratégie de niche, qui est celle d'un certain nombre de nos partenaires européens, qui consiste à dire, et d'ailleurs très fortement encouragé par les Américains, qui disent, mais au fond, il y a tout un débat dans la communauté stratégique américaine sur ce qu'ils appellent les Mission Focus Groups, les groupes focalisés sur la mission, qui consiste à dire, au fond, on va faire des missions dans l'Alliance, et puis chacun prendra quelques alliés contribueront à une mission. Alors on fera la mission déminage, la mission dissuasion, la mission renseignement, et puis bon, voilà, on verra qui contribue à quoi. Et nos amis américains s'empressent d'ajouter qu'évidemment les Américains contribuent à tout, mais pas forcément les Européens. Dans ce cas-là, cette stratégie niche nous met au fond en risque notre capacité à agir seul, à terme hein, évidemment, pour tout ça. Donc, et là, il y a un risque, me semble-t-il, qui est de faire semblant en trouvant de fausses bonnes solutions. C'est le débat à l'OTAN sur la Smart Defense, à l'Union européenne sur le pooling and sharing, qui consiste à, derrière des idées de mutualisation, spécialisation, etc., finalement habiller élégamment des réductions, voire même donner un beau prétexte aux uns et aux autres pour ne pas faire d'efforts de défense, puisqu'on est un bon allié, puisqu'on participe au financement en commun d'une capacité de niche recommandée par les autres. Ce qui est, me semble-t-il, un vrai sujet. Donc, dans tout ça, pour terminer, parce que j'ai déjà été trop long, ça va. Bon. 15 minutes. La question des partenaires. Alors là, moi, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à la précédente table ronde qui avait tendance à pousser un peu de côté le partenariat franco-britannique comme étant un peu secondaire dans ce paysage et sur la nécessité de le réinsérer dans un ensemble européen. Moi, il me semble que le partenariat franco-britannique est quelque chose d'extrêmement intéressant à examiner de près. D'abord parce que les deux pays ont, au moment du sommet de Lancaster House, fait un choix stratégique qui est de dire, au fond, même si ça passe par de la mutualisation entre nous, à deux, de capacités, par le rapprochement de nos appareils de défense, nous avons l'intention de rester au premier rang, en première division, on pourrait dire, des acteurs stratégiques. Et ça se fonde aussi sur une vision commune des enjeux, qui n'est pas forcément partagée, et je viens à mon deuxième axe ou deuxième cercle de coopération, par nos autres partenaires européens. Qui, bien sûr, avec qui il y a des vieilles et anciennes coopérations militaires, hein, c'est le cas particulier avec l'Allemagne, mais où on voit toutes les limites de l'exercice, et notamment à travers les engagements récents. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui me semble compliqué, et la difficulté qu'on a sur l'Europe de la défense depuis 10 ans à faire avancer ce dossier, je veux dire, qui a connu des avancées institutionnelles entre 1997 et 2002, des avancées opérationnelles entre 2002 et 2008, et qui aujourd'hui se heurte, pas seulement, me semble-t-il, à l'absence de volonté politique à Paris, mais aussi au faible intérêt d'un certain nombre de nos partenaires, même si, bien sûr, je pense à la Pologne en particulier, à des Nordiques qui attachent de l'importance. Il y a des partenariats à nouer, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans un projet d'Union européenne, et la faible importance que Mme Ashton accorde aux questions de défense me semble assez révélatrice de ce point de vue-là. Enfin, dans l'espace transatlantique, la question me semble assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a finalement ces messages qui sont tout à fait clairs des Américains vers les Européens, et la question c'est comment est-ce qu'on va ou pas répondre à ces messages, notamment dès le sommet de Chicago, c'est-à-dire quels vont être le message que les Français vont donner sur les 3-4 questions un peu importantes vues des Américains, sur
le message qui nous est répété en Afghanistan, in together, out together, qui est une question répétée, serinée par tant l'administration Obama que le secrétaire général de l'OTAN comme étant un des éléments essentiels de Chicago. On voit que dans les deux hypothèses de référence, on n'est pas dans cette voie. Deuxièmement, comment est-ce que, justement, par rapport à ce défi capacitaire, est-ce qu'on se positionne sur le dossier de la Smart Defense, etc. Enfin, la question des défenses antimissiles, qui est un des sujets, ne nous y trompons pas, important pour l'administration Obama. Et tout ça dans un contexte, évidemment, où le calendrier n'est pas favorable à une prise de position sereine. Donc, tout ça est une question qui va nous être posée de manière très immédiate et très brutale. Au-delà de ces cercles naturels que sont l'Alliance Atlantique et l'Union européenne, évidemment qu'il est intéressant de nouer des partenariats avec d'autres pays et je suis assez d'accord pour dire que quand on vend des avions à l'Inde, ça a des conséquences stratégiques et pas seulement commerciales. En même temps, je repose la question qui ouvrait mon propos, c'est-à-dire où sont ces partenaires dans la gestion des crises d'aujourd'hui. Donc je voudrais finir finalement en revenant sur cette équation budgétaire et capacitaire, en me posant la question de son caractère insoluble, hein, j'ai utilisé l'expression de quadrature du cercle. Je crois qu'on part un peu trop dans cette idée et que c'est un peu facile de commencer tout en disant il y aura forcément des... La question, c'est de savoir si ce sera homothétique ou pas. La crise et les impératifs budgétaires étant ce qu'ils sont, on n'y coupera pas. Moi, je crois que la question du rapport de l'effort de défense par rapport au PIB peut être légitimement posée. Il a été réduit de moitié en France et c'est une question qui n'est pas illégitime, même par rapport à des partenaires comparables. Et qu'au fond, la vraie question, c'est de savoir, et je reviens à mon point de départ, logiquement, si nous avons la volonté politique de rester un acteur stratégique. Merci beaucoup. Merci Camille. C'est riche, hein, trop de notes. Mais je retiens quand même un hiatus. Effectivement, nous n'avons pas participé à des guerres de choix. Donc l'actualité, les crises ont imposé ce retour des guerres. Mais dans le même temps, et Alain Frachon le soulignait, un des problèmes de l'Europe, si c'en est un, c'est que l'Europe a chassé la guerre de son horizon stratégique. C'est-à-dire que quelque part, l'Europe est entrée dans une mentalité pacifiste et subit, si je puis dire, les crises plus qu'elle n'est volontaire pour aller les régler. Ça, c'est un hiatus qui pose un problème justement politique, effectivement, avec... il y avait quelques centaines de manifestants hier, dimanche 1er avril, en banlieue de Bruxelles, au siège de l'OTAN. Mais la question de savoir aussi, vers quoi on tend ? Est-ce qu'on va... je veux dire, pour soutenir un effort de défense, il faut que l'opinion publique ne soit pas justement trop pacifiste. C'était ce que Alain Frachon disait. Peut-être qu'il y a un basculement, là, je n'en sais rien. On reviendra peut-être sur cette question. En attendant, revenons au concret. Vous disiez, Camille, qu'il fallait vous parliez de la réduction du budget de la défense. Je pense que malheureusement, tous les budgets, une fois l'élection passée, vont devoir être réduits. Alors concrètement, à quoi doit-on penser ? Est-ce que la France, par exemple, doit se résoudre à accepter des ruptures capacitaires temporaires, voire définitives ? Est-ce qu'elle peut combler, par exemple, en étant très concret, je vais m'adresser à Étienne de Durand là-dessus, est-ce qu'elle doit combler les lacunes révélées en Afghanistan et en Libye, où Anglais et Américains, Britanniques et Français ont eu besoin du secours des Américains pour mener une opération, somme toute, d'après les experts militaires que vous êtes, relativement modeste.
Et merci bien déjà à la FRS et au Monde pour cette opportunité qui m'est donnée de m'exprimer sur ce sujet, qui est évidemment un sujet important en cette période électorale. Alors je voudrais commencer par trois petites mises au point liminaires, qui sont un petit peu aussi des réactions à la première table ronde, parce qu'il y a 3 points sur lesquels moi je m'inscris en faux, donc je vais le dire d'emblée. Tout d'abord, je pense que le bilan, au-delà de certaines incohérences de surface, le bilan du quinquennat qui s'achève est assez bon, en fait, en tout cas en matière de défense, étant donné un environnement très difficile. Je le dis de façon tout à fait non partisane. C'est un point de vue qu'on peut discuter, mais qui est un point de vue d'expert. Selon quels critères vous jugez non, mais je vais le détailler, je vous rassure. C'est un peu facile. Non, je vais le détailler. Deuxièmement, je crois là aussi que la facilité à laquelle on a le droit à chaque élection présidentielle, c'est de dire nous faisons face à des problèmes en matière de budget de défense, l'Europe va être la solution. C'est tout à fait faux, l'Europe ne sera évidemment pas la solution. Je vais y revenir également. Et troisièmement, la défense ne doit pas contribuer à proportion, parce que la défense a déjà, au cours des 25 dernières années, contribué beaucoup plus que toutes les autres missions de l'État, sociales ou régaliennes, à l'équilibre, malheureusement on n'y est pas, mais à l'équilibre des comptes publics. Voilà. Donc je le dis d'emblée, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Camille, c'est une question non pertinente que celle qui consiste à dire qu'est-ce qu'on doit couper, puisque c'est la question qu'on pose tout le temps aujourd'hui aux experts de défense. La vraie question qui, elle, est impertinente, c'est de dire faut-il vraiment couper? Et la réponse est non. Alors, je développe. Tout d'abord... je suis désolé mon général, mais je suis sûr que vous aurez des choses à dire. Alors, tout d'abord, pour répondre un peu à votre question, le constat, c'est que contrairement à l'espèce de pessimisme qui est si prévalent en France, nous sommes aujourd'hui, nous, Français, enfin la France, est aujourd'hui relativement au cœur du jeu stratégique européen et atlantique. Nous avons en fait réalisé les objectifs qui ont été les nôtres depuis 50 ans, c'est-à-dire que nous avons une relation privilégiée avec les Britanniques et les Américains en matière de sécurité, d'une qualité que nous n'avons pas connue en fait depuis les années 50. Et nous avons également une relation privilégiée avec les Allemands. Elle peut être difficile, cette relation, mais elle est très réelle, dans le copilotage de l'ensemble carolingien dont on nous parlait à la précédente table ronde. Donc nous sommes exactement là où nous avons voulu être depuis 50 ans. Tout l'objectif de Gaulle, il était là. On n'a pas cherché à se singulariser pour se singulariser. Si on est sorti de l'OTAN, enfin du commandement intégré de l'OTAN à l'époque, c'était parce que justement on refusait d'être numéro 3 derrière les Britanniques. Je simplifie, je ferai rentrer le détail si vous le voulez, mais c'était ça l'objectif. Nous avons réalisé nos objectifs. Voilà, on ne le dit pas assez. Alors, ce n'est pas que le gouvernement actuel. Il y a la chance, il y a les circonstances, il y a le désengagement américain, qui est évidemment un des critères majeurs. Mais voilà, la conjonction à la fois du flair, d'un certain flair gouvernemental et des circonstances font que nous avons aujourd'hui une place centrale. Avec le bilan, donc, est plutôt bon. La vraie question, elle porte sur l'avenir et notre capacité à maintenir cette centralité française dans le jeu européen, transatlantique et international. Voilà. La deuxième vraie question, c'est comment le faire, sachant que les Américains sont en train de se désengager, il faut employer le terme, ils sont en train de se désengager, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus là du tout. Ça veut dire que désormais, leur participation sera à éclipse. Un petit peu d'ailleurs comme la nôtre autrefois. C'est-à-dire qu'ils choisiront de s'engager et ils choisiront leur degré d'engagement. Autrement dit, toute notre posture de défense qui, depuis 20 ans, depuis la guerre du Golfe, est structurée autour d'une logique unique qui est comment valoriser la position française dans une coalition emmenée par les Américains, parce que c'est ça le but, au fond, de la politique de défense hors dissuasion. Cette question, d'un certain point de vue, elle n'est plus pertinente. Et donc, il faut revoir autrement notre modèle de défense. Voilà. Troisième, évidemment, facteur de changement, il a été évoqué, donc je serai très bref, il a déjà été évoqué la précédente table ronde, la montée en puissance des émergents, comme on dit, qui est entre autres une montée en puissance militaire. Donc pour ces 3 raisons, il nous faut revoir notre posture de défense. Alors, je vais en venir d'abord à nos ambitions, ensuite aux ressources, à ce que l'on peut faire, et puis ensuite quelques conclusions que je vous proposerai. Alors, avons-nous des trous capacitaires? La réponse est évidemment oui. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que la Libye et l'Afghanistan pour l'illustrer, je le rappelle brièvement. Un vrai déficit de transport stratégique, un vrai déficit encore plus criant de transport tactique. Nous n'avons pas d'hélicoptères lourds de notre pays. Pas de capacité de neutralisation de défense antiaérienne ennemie, SIAD, dans le jargon américain, Suppression of Enemy Air Defense. Donc les Américains ont dû faire ce travail en Libye. Des capacités de ravitaillement en vol tout à fait insuffisantes quand on prétend mener une campagne aérienne ou dans la durée, ou en tout cas une campagne intense, ou durée ou intensité, c'est un peu le même problème. Vous avez besoin de ravitailleurs. Des moyens de renseignement, en particulier tactiques, insuffisants, des capacités en matière de drones tout à fait insuffisantes. Bon, je pourrais allonger la liste. Il y a également des trous capacitaires dans le domaine terrestre, dans le domaine maritime, très peu de navires de surface, impossibilité à couvrir plusieurs zones du monde en même temps.
un seul porte-avions avec un seul jeu d'avion dessus, de le domaine terrestre de mémoire, et ça c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, c'est son chiffre, on a 127 bouches à feu en France, comme on aurait dit autrefois, 127 canons, il y en a plus aux Invalides. Voilà. Donc, bon, là, vous faites de l'IRA Storza. Exactement, mon général, mais je le cite. Oui, c'est bien. Voilà, donc les trous capacitaires sont réels, ça c'est la donnée de départ. Bien. Alors, est-ce que nos moyens sont à la mesure de nos ambitions? Tout dépend de ces ambitions. La question n'a pas de sens de l'absolu, c'est-à-dire que vous devez mettre en rapport les moyens et les ambitions. Et là, de ce point de vue-là, les ambitions françaises elles ont toujours été élevées dans le discours, quel que soit le gouvernement. Ce n'est pas une question de majorité politique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire traditionnellement depuis 20 ans? On a cherché à peser dans les coalitions, je le disais dans mon propos liminaire. Malheureusement, ça ne va plus suffire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet objectif va devenir secondaire. L'objectif premier pour les forces armées, à mon avis, ça doit être la capacité à influencer et donc à agir de notre environnement stratégique, à agir directement entre Européens, éventuellement avec un soutien américain minimal, voire pas de soutien du tout. Ça va devenir d'autant plus difficile qu'encore une fois, notre environnement se durcit. D'abord, notre environnement, excusez du peu, Maghreb, Moyen-Orient, Asie centrale, longue frontière avec les Russes, Grand Nord, et je pourrais probablement ajouter l'Asie du Sud. Voilà notre environnement. C'est sûr que c'est plus facile d'être en Amérique du Sud, madame, c'est plus calme. Voilà, donc l'environnement, il est chargé, il est instable. Je n'ai pas besoin d'insister sur les conséquences qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui du printemps arabe. Je n'ai pas besoin d'insister non plus sur les conséquences de la crise iranienne et de l'éventuelle prolifération nucléaire en cascade de la région. Donc nous voyons bien toutes ces difficultés. Nous voyons bien également qu'un certain nombre de pays d'Europe centrale et de l'Est veulent des réassurances par rapport à la Russie. C'est la raison pour laquelle ils sont si enthousiastes pour l'Europe de la défense. Quand les Polonais vont au Tchad, ce n'est pas parce que le Tchad les intéresse. Il faut être clair, ils vont au Tchad comme ils vont en Afghanistan. Ils vont en Afghanistan pour être gentils avec les Américains, ils vont au Tchad pour être gentils avec nous. Et ces gentillesses demandent contrepartie. Voilà. Donc, donc on voit bien que l'environnement est difficile, on voit bien en plus que les ambitions françaises sont élevées. Donc, quelles sont les conséquences capacitaires de cet état de fait? Première conséquence, il est impératif de rester dans la course, de rester dans le jeu stratégique. Ça veut dire évidemment le nucléaire, la dissuasion nucléaire. Je suis toujours surpris quand on parle de désarmement nucléaire aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre. Ça veut dire renseignement stratégique, capacité de satellite, mais aussi de drones. Ça veut dire moyen de frappe de la profondeur. Ça veut dire aussi force spéciale. Sur tous ces sujets-là, il est tout à fait impensable, si on veut conserver une capacité d'action autonome et d'influence, il est tout à fait impensable de lever la garde. Mais, deuxième point, j'ajoute également qu'il faut des capacités d'intervention. C'est-à-dire que c'est également illusoire de penser qu'avec du nucléaire et des forces spéciales, l'Italie plus la bombe plus les commandos, pour paraphraser Camille, qu'on va pouvoir influencer notre environnement extérieur. C'est tout à fait faux. S'il y a bien une leçon des années 90 qu'on aurait dû un peu mieux retenir en France, c'est que c'est sympathique d'avoir des états-majors de force, éventuellement d'ailleurs plus que nécessaire. C'est pas pour autant qu'on a un vrai pouvoir de décision dans une coalition, parce que le pouvoir de décision et le pouvoir d'action, il dépend des moyens, des forces d'intervention qu'on engage. Donc il faut combler, madame, en effet, nos lacunes capacitaires, c'est tout à fait clair. Il n'y a pas de positionnement malin, d'ailleurs il n'y a pas de défense maligne. Je ne sais pas ce que c'est, ou alors ça suppose que la défense avant était stupide. Il faut évidemment aussi conserver des volumes. Je voudrais beaucoup insister sur ce point, parce qu'il faut savoir que les Français, les Anglais et quelques autres, depuis des années, les Américains désormais, financent la modernisation de leur appareil militaire par des réductions quantitatives. Autrement dit, une espèce de trade-off entre qualité et quantité. Ça, on touche les limites de l'exercice. Alors là aussi, avalanche de chiffres. L'armée de terre française actuelle, 100 000 hommes, n'est-ce pas 100 000 hommes, c'est à peu près l'armée de terre de Richelieu. Alors bon, le pays aujourd'hui est un peu plus grand, a des responsabilités un peu plus importantes, et non, on ne peut pas substituer entièrement la technologie d'un côté, les nombres de l'autre. C'est tout à fait faux. Quand vous devez contrôler une zone, je me réfère à la doctrine militaire française en général, il faut un homme tous les 15 mètres. Donc sachez par exemple que pour les grandes inondations de Paris au début du XXe siècle, on a mobilisé 100 000 hommes. Les Japonais l'ont fait pour Fukushima. Bon, là on n'a plus ces 100 000 hommes aujourd'hui. Si demain on demandait à l'armée de terre de mobiliser 100 000 hommes en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur en France, il faut savoir qu'on ne pourrait pas le faire. Donc on ne peut pas aller plus loin dans la réduction des volumes. Et j'ajoute enfin un dernier point, ça va paraître très ambitieux, il faut également préserver ou reconstituer la possibilité de la remontée en puissance pour les capacités que nous avons perdues ou que nous ne pouvons pas maintenir à un niveau suffisant, mais dont on pense qu'on pourra en avoir besoin plus tard. Ça aussi, c'est une leçon des 20 dernières années. Quand vous regardez les pays européens, quand ils perdent une capacité ou un savoir-faire, ils ne la reconstituent jamais. Et c'est très très cher de tout reconstituer. Très très cher, vous devez tout reprendre, il faut 10 ans pour monter une unité militaire. Donc on arrête de nous dire qu'on peut... couper ici, couper là, etc. Ces exercices, c'est fini. Alors, j'en viens aux ressources. Le risque, c'est évidemment qu'on continue le jeu de tes scénarios, Camille. Le grand jeu français, c'est évidemment les réductions homothétiques qui sont dues à des équilibres délicats entre les armées et l'industrie d'un côté, entre les armées elles-mêmes de l'autre, etc. Et on arrive à une politique échantillonnaire, on y est déjà en partie.
On nous dit que la France n'aurait plus les ressources. Alors moi, je voudrais poser la question différemment. Est-ce que nous n'avons plus les ressources ou est-ce qu'on ne s'en donne pas les ressources ? On pourrait à peu près tenir le modèle en étant juste à 2% du PIB, ce qui correspond déjà, il faut le savoir, historiquement, à l'effort de défense le plus bas de toute l'histoire de France depuis que ce pays existe. Et depuis qu'on peut mesurer ces chiffres. Je ne vais pas remonter jusqu'à Clovis, mais je suis certain que le Clovis consacrait plus à sa défense. Bon. Donc 2%, ce n'est pas forcément énorme. Je voudrais là aussi vous donner quelques chiffres, dont un de mes favoris, que je cite tout le temps. L'armée de l'air, 44 000 hommes. La RATP, 44 000 hommes. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut ou pas se donner ces moyens-là ? Est-ce qu'on accepte avec courage de poser la seule vraie question, qui est l'effet de substitution du welfare state au warfare state, tel qu'il s'est passé en Occident depuis 50 ans ? Et pour parler en français, non plus en anglais, un effet de substitution des missions sociales au sens large de l'État et en défaveur, bien sûr, de ces missions régaliennes, parce qu'il n'y a pas que la défense qui est concernée, c'est vrai également de l'intérieur, c'est vrai de la justice. Je vous rappelle que la situation des prisons françaises est régulièrement dénoncée, entre autres de les rapports des associations humanitaires. Donc, est-ce qu'on veut, oui ou non, continuer sur ce modèle ? La défense, en fait, aujourd'hui, en France, ce n'est pas très cher. C'est par ailleurs le premier budget d'investissement industriel, d'investissement de recherche de l'État. Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut couper précisément à un moment où on nous dit qu'il faut produire français ? La défense produit français. Il y a même peu d'industries qui produisent à un tel point en pourcentage français qui incorporent aussi peu d'importations. Je rappelle également que le budget de défense, même si vous le coupez de 10%, ce qui nous mettrait dans le modèle italien dont parlait Camille, l'Italie plus la bombe, si vous coupez de 10%, vous trouvez 3 milliards. 3 milliards, c'est rien à la hauteur des déficits français. C'est-à-dire que vous n'avez pas résolu votre problème si vous faites ça. Là, c'est vraiment l'arbre de Noël au sens le Christmas tree bill américain, c'est-à-dire vous prenez 3 milliards à un bout, 500 millions ailleurs, etc., puis vous espérez comme ça que vous allez rentrer dans le cadre. Je vous le dis tout de suite, vu l'intensité de nos problèmes budgétaires, vu le ratio de dette sur PIB, dans une précédente vie, j'étais banquier, donc je connais un petit peu ces questions, vu ces ratios, de toute façon, vous pouvez massacrer la défense autant que vous voulez, vous n'allez pas vous en sortir. Donc il ne faut pas poser la question en ces termes. En revanche, il y a des problèmes spécifiques à la défense. Je ne veux pas avoir l'air de ne faire que défendre la communauté de défense. Nous avons, nous, en interne, des problèmes que nous devons résoudre. 2 en particulier. Premier problème qui ne dépend pas de nous, mais que nous devons prendre en compte. Vous ne pouvez pas avoir une base de défense, base industrielle et technologique de défense saine si vous n'avez pas de croissance économique. Donc il faut évidemment restaurer la compétitivité de l'économie française, ce qui n'est pas la même équation que résoudre le problème budgétaire. Ce sont 2 problématiques différentes. Deuxième problème qui, lui, est spécifique au milieu de la défense, c'est le problème de l'inflation militaire, qui fait que chaque nouvelle génération d'équipement coûte entre 50 et 200% plus cher que la précédente, au prétexte qu'elle incorpore plus d'électronique de défense. Alors là, il va falloir que nous revoyions sérieusement notre modèle. Notre modèle, il est en train de s'écrouler sous son propre poids. Je vous rappelle, c'est déjà arrivé, entre autres, aux chevaliers au XVe, XVIe siècle. Un chevalier, c'est très performant. L'armure d'un chevalier, c'est extrêmement résistant. Mais il faut toute la production d'un village pendant 3 mois pour produire une armure. Un jour, on a inventé les piquiers. C'est beaucoup moins cher. Vous pouvez perdre 5 piquiers, vous en aurez toujours 50 pour tuer le chevalier. Le piquier gagne. On devrait en savoir quelque chose ici. Voilà. Donc, il faut que nous changions de modèle. Alors, j'en viens à mes conclusions. Autre modèle, oui. La réponse, c'est la recherche de la suffisance technologique. Autrement dit, est-ce qu'on doit à chaque fois essayer de développer les équipements les plus performants ? Je crois qu'il faut réserver cette recherche de la qualité maximale, de l'effort marginal, à certaines capacités bien identifiées pour les 3 armées, mais certainement pas le faire sur tout le spectre comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc la solution, très rapide, les solutions, ou en tout cas les ébauches de solutions. Tout d'abord sur le cadre, l'Europe ne peut pas être la solution. On le sait très bien parce qu'il n'y a pas de volonté des autres États européens. Tout ce qui a été proposé aux Britanniques, Bruno, l'a été proposé juste avant aux Allemands qui ont dit non. Et voilà, donc c'est pas la peine de nous expliquer, non mais je parle pas pour toi, mais tu l'as un petit peu dit, c'est pas la peine de nous expliquer qu'on va faire l'Europe de la défense. L'Europe de la défense telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un instrument de gestion de crise. Ce n'est pas la défense européenne, et ça ne peut pas l'être à court terme. Donc, ce qui nous reste, ce sont les partenariats bilatéraux, et je m'inscris évidemment complètement en faux avec ce qui a été dit avant. Moi, je crois aux franco-britanniques, je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça ne marche pas, il n'y a rien d'autre qui marchera. It's the only game in town. Voilà. Et je pense également que si on arrive à faire fonctionner ces initiatives bilatérales, il n'y a pas que l'initiative franco-britannique, il y a aussi Nordefco, l'initiative entre les pays nordiques, c'est ainsi qu'on pourra non seulement préserver nos savoir-faire et nos capacités, un seuil minimal de capacité, préserver la possibilité de la remontée en puissance, mais également, à terme, préserver la possibilité d'une authentique défense européenne le jour où les autres acteurs y seront prêts, je pense en particulier aux Allemands et aux Italiens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc il faut appeler un chat un chat. Tous ceux qui disent qu'on peut faire des coupes et qu'on va mutualiser, que ça va bien se passer, ou se trompent, non mais j'ai pas dit pour toi Bruno, ou se trompent ou nous trompent. Un dialogue entre vous deux. Voilà. Alors les modalités,
je crois qu'il faut sortir de la logique de maximisation de l'influence qui s'adressait avant tout aux grands frères américains. Il faut aujourd'hui prendre en compte l'impératif d'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, nos armées font la guerre, mais je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que je vais laisser ce soin, bien sûr, au général Georges Laulin, qui est beaucoup mieux placé que moi pour le dire. Je crois également qu'il faut accepter... Toutes les guerres? Non, pas toutes les guerres, mais nous faisons de nouveau la guerre. Il faut choisir dans bien, les absolument, guerres. il faut moins d'intervention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'intervention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous engager en ayant conscience que ce qui commence comme du maintien de la paix peut terminer en contre-insurrection dure. Suivez mon regard vers l'Afghanistan. Donc il faut être beaucoup plus prudent et effectivement beaucoup plus sélectif quand nous engageons les forces. Mais il faut aussi probablement accepter une prise de risque supplémentaire. La guerre, ça veut dire accepter les morts, nos morts, entre autres. Enfin, dernier point. Dernier point sur la géographie stratégique de nos interventions. Je ne reviens pas sur la richesse, n'est-ce pas, de notre environnement stratégique. Là aussi, je pense qu'il va falloir faire des choix. Je pense que nous devons admettre une bonne fois pour toutes que nous ne pourrons pas avoir une présence stratégique significative en Asie, en tout cas en Asie orientale. Donc on va devoir considérer que l'Asie du Sud, c'est notre horizon maximal et c'est plus probablement le Moyen-Orient. Voilà, je terminerai. Tout à l'heure, on disait le monde se divise en deux catégories. Moi aussi, j'ai une citation en l'espèce qui va vous rappeler un film que vous connaissez peut-être. Il y a effectivement deux catégories dans le monde. Il y a ceux qui ont une arme et qui ont les moyens de l'avoir, et ceux qui creusent. Il faut savoir si on veut avoir une arme ou être de ceux qui creusent. Merci. Alors pour vous, la stratégie de niche... Je vais creuser un petit peu. La stratégie de niche évoquée par Camille et donc défendue par les Américains est un piège intégral, si je comprends bien. C'est un piège industriel pour nous et c'est surtout politiquement un début de renoncement. Alors si on se fait justement une certaine idée de la France, quelle qu'elle soit, si on s'engage de cette voie, c'est une voie de non-retour. Regardons autour de nous en Europe. On sait très bien comment on termine. Voilà, qui est clair et qui va lancer le débat, j'espère. Avant. Louis Gauthier, vous disiez à ma consoeur, parce que je voudrais un petit peu aborder quand même la dissuasion nucléaire française, 10% du budget de la défense, 20% des crédits de recherche et d'investissement, d'équipement. Vous disiez à ma consoeur Nathalie Guibert que le prochain président aura deux choix, une alternative devant lui en ce qui concerne la dissuasion nucléaire. Soit des arbitrages brutaux, soit continuer à dépenser au même rythme. Alors, en relation avec la question de cette table ronde, que doit-on faire ? Je ne vais pas répondre tout de suite à cette question, mais vous me permettrez juste de prendre un peu de recul par rapport à ce débat pour dire d'abord qu'une vision stratégique, c'est une vision de long terme. Ce qui explique qu'on a du mal à enfermer, évidemment, dans un contexte de campagne électorale où ces questions échappent. Deuxièmement, quand on parle de l'Europe, il ne faut quand même pas trop ni injurier notre passé, ni injurier l'avenir. Nous avons, avec ces partenaires, quels qu'ils soient, décidé d'engager, il y a maintenant des dizaines d'années, une communauté de destin. Le traité de Lisbonne prévoit qu'on a une clause de défense mutuelle et de solidarité face au terrorisme. Et je trouve la manière de parler de certains partenaires en forme de compétition, de supériorité, comme déplacée par rapport à ces objectifs historiques de long terme. Je vous en prie. D'ailleurs, puisqu'on va parler concrètement de crédit, de budget, je rappellerai une formule de Bismarck qui en même temps rappellera mon appartenance à un corps de contrôle. L'histoire est plus précise que la Cour des comptes de Prusse, disait-il, et c'est exact. Et c'est ça, au fond, qui est la question qui se posait dans la précédente table ronde et encore aujourd'hui. Et par rapport d'ailleurs à la remarque de Frachon, je ne dirais pas tout à fait la même chose, parce que quand vous regardez la guerre froide, pendant la guerre froide, l'antimilitarisme était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Quand vous regardez la période de la guerre froide, évidemment, on se préparait à une guerre qui, heureusement, n'est jamais advenue. Mais quels étaient les pays qui faisaient la guerre ? Très peu nombreux. Un peu la France dans des opérations en Afrique, les Malouines que l'on fête aujourd'hui, ou que les Britanniques célèbrent aujourd'hui, alors que si vous constatez ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide, c'est au contraire la participation de pratiquement tous les pays européens à des conflits. Et personne... Alors, ça pose un problème dans une dialectique où, effectivement, l'Europe s'est construite au départ, en dehors de la province de Mars, sans penser les questions des conflits, les questions stratégiques, sa grande difficulté à être un acteur stratégique, pas simplement dans le domaine militaire, mais on le voit bien dans le domaine économique et monétaire tous les jours. C'est ça, au fond, la mue
qui est attendue et une mue extrêmement difficile. Dans les 20 dernières années, au fond, l'Europe bénéficiait d'une supériorité militaire incontestable de l'Occident, ce qui lui permettait de participer à de très nombreux conflits, à commencer par la France qui a participé à une centaine d'opérations militaires extérieures depuis la chute du mur de Berlin, des toutes petites, quelquefois plus des missions d'ordre humanitaire et des conflits plus importants, la guerre du Golfe, le Kosovo, la Libye, pour dire d'ailleurs que dans ces 20 années, il n'y a aucun mandat présidentiel qui n'ait pas eu son lot de grandes opérations. Le Kosovo, la Libye et encore aujourd'hui la première guerre du Golfe reste sans doute le conflit dans lequel on a à la fois le plus engagé d'hommes en termes numériques et dépensé même le plus de crédits. Donc tout ça pour mettre évidemment les choses un tout petit peu en perspective. Deuxièmement, il y avait une question de légitimité internationale. Et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, cette légitimité internationale ne nous a pas manqué. Et on l'a même trouvée de manière, je dirais, comme jamais auparavant au moment de la résolution 1973 sur la Libye. Mais vous le voyez bien aujourd'hui, et ça a été évoqué dans la précédente table ronde, la place des émergents, une nouvelle distribution de la puissance, des mécanismes de gouvernance et de sécurité collective qui sont insuffisants, qui font que cette question de légitimité va de nouveau se poser fortement. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en disant par ailleurs que dans l'histoire, on ne fait pas nécessairement la politique de ses moyens. Et il est arrivé bien souvent que l'on ne fasse justement pas la politique de ses moyens. Mais ce qui est important, c'est au fond qu'il n'y ait pas d'écart, il n'y ait pas de malentendu sur la politique que vous menez et sur votre vision stratégique. Je vais prendre deux exemples, un peu paradoxaux, mais qui vont faire toucher les choses. Le tous azimuts. Au temps de la guerre froide, ça n'avait pas de réalité stratégique. On était bien incapable de toucher avec un missile toutes les zones du Golfe. En revanche, ça avait une vertu politique qui était celle d'affirmer notre émancipation par rapport au bloc. Aujourd'hui, le tout azimut est possible du fait de l'arrivée de nouvelles générations de missiles M51. Et pourtant, vous voyez bien, le pouvoir égalisateur de l'atome en termes de statut international a complètement changé. De la même manière, si vous prenez le refus de la guerre en Irak en 2003, parfaitement légitime au plan politique, mais en revanche, une partie de sa gestion, à mon avis, intériorisée au sein même de l'Europe, des différenciations extrêmement fortes, mettant sous pression d'ailleurs l'ensemble du schéma d'intégration européenne et notamment de la construction européenne de défense. Tout ça pour dire qu'effectivement, avant de parler de stratégie de moyens qui s'impose, il y a un problème de vision stratégique. Et dans cette question de vision stratégique, la première, c'est est-ce que nous jouons ou non l'affirmation stratégique de l'Union européenne. Ça a été le projet de la France depuis toujours et particulièrement depuis la fin de la guerre froide. Dans la séquence qui vient de se terminer, on peut dire que cet objectif est passé au second plan. Pas forcément volontairement, mais dans la manière dont le jeu politique et diplomatique a été mené, la priorité du retour dans l'OTAN a donné l'impression qu'on abandonnait cette priorité particulière. La problématique de la coopération franco-britannique, très souvent évoquée, évidemment, il faut aller dans le sens d'une coopération franco-britannique, mais je me souviens pour les avoir négociés quand j'étais à Matignon avec d'autres, à l'époque, l'accord franco-britannique de Saint-Malo, immédiatement, cet accord a été transmis aux Allemands, nous en avons discuté en trilatéral, et ça a débouché d'ailleurs sur les traités de Nice après, donc sur une ouverture. Alors que le problème de la coopération franco-britannique, elle a été perçue comme se faisant sur le dos de l'Europe de la défense. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais ce sont les éléments de la perception qui expliquent aujourd'hui que l'Europe de la défense est complètement bloquée. Donc, question centrale, sommes-nous pour l'affirmation stratégique de l'Union européenne, alors que nous savons que, pour plein de raisons, nous n'échapperons pas, parce que c'est le niveau, parce que c'est l'échelle, parce que c'est quand même la possibilité de mutualiser les forces. On l'a évoqué, 1,7 million d'hommes sous les drapeaux européens et l'incapacité de réaliser l'objectif de soutenir dans la durée la force de 60 000 hommes qui avait été mis en place au moment des traités de Nice. Mais même l'incapacité, s'il n'y avait pas des soutiens de forces, par exemple la France dans certaines opérations, de déployer facilement 4 ou 5 000 hommes. Donc une vraie question. On ne peut pas éluder cette question qui est centrale, même si, pour les années qui viennent, les réponses resteront largement nationales en ce qui nous concerne. Ces réponses, je suis heureux de voir aujourd'hui converger vers moi les analyses et des propositions que, notamment dans un journal qui m'est cher, il y a 3 semaines, j'évoquais. Depuis 20 ans, nous faisons, du fait de la réduction des moyens budgétaires,
nous faisons des coupes homothétiques dans l'ensemble de notre panoplie, au point de risquer d'arriver à une armée qui serait une armée d'échantillons. Et je propose de faire, me semble-t-il, des choix qui s'appuient sur de nécessaires coopérations avec les autres, dans l'Union européenne et dans l'OTAN, mais qui impliquent peut-être de faire un certain nombre de choix plus courageux au plan national. Ne nous faisons pas d'illusions. La priorité stratégique, c'est le règlement de la crise économique et monétaire que nous vivons aujourd'hui. Si nous ne la réglons pas, d'une certaine manière, y compris d'ailleurs les solidarités européennes, exploseront. Donc ça, c'est ce qui est vraiment sur la table, sur le devant, ce qu'il faut réussir, ce qui implique donc des contraintes financières, des contraintes budgétaires importantes. Personne ne peut dire le contraire. Alors, une fois qu'on a établi ce point, eh bien, on voit que, quelle que soit l'équipe gouvernementale, quel que soit celui qui viendra à la tête de l'État, d'abord, il va hériter d'une situation dans laquelle la pression budgétaire est déjà extrêmement forte. Elle est extrêmement forte parce que nous n'arrivons pas à stabiliser dans la durée les conséquences de la professionnalisation. Et malgré les diminutions d'emplois, 29 000 postes d'équivalent temps plein qui ont été effectivement supprimés au cours de ce quinquennat, il reste encore aujourd'hui un effort d'attrition de ces effectifs à exécuter. Et en dépit de ça, on constate une difficulté à réduire cet emballement du titre des rémunérations et des charges sociales. Donc une vraie difficulté. La seconde, elle est sur le titre d'équipement lui-même, avec un niveau de dépenses de l'ordre de 10 milliards d'euros, mais qui implique d'ores et déjà sur l'avenir des traites sur l'avenir de pratiquement 37,5 milliards d'euros. Donc une situation extrêmement difficile, qui implique de la rigueur, qui implique de faire des choix, qui implique de sauvegarder, comme d'autres l'ont dit avant moi, ce qui fait, me semble-t-il, la singularité de la France, osons ce mot, sa spécificité, ce qui fait sa force, à la fois comme grande nation militaire et à la fois comme grande nation européenne et dans les coalitions. Alors, d'abord, je pense que ce qui nous permet de préserver notre rang de puissance à la fois au plan militaire et industriel passe évidemment par le fait qu'il faut sanctuariser, tout en leur donnant sans doute plus de souplesse selon les catégories, et je reviendrai à votre question sur le nucléaire à ce point, les crédits qui sont d'une certaine manière consacrés à l'autonomie stratégique. Ils sont déterminants. Dissuasion, c'est ceux de l'espace, c'est ceux des programmes de détection, radar, c'est ceux des moyens d'interception éventuels. Et là, il y a des choix qui sont évidemment extrêmement importants pour notre industrie aussi, qui sont des choix technologiques, mais qui sont d'abord des choix existentiels, à la fois pour l'Europe, mais à la fois pour la France, mais aussi pour l'Europe. Parce que si nous ne faisons pas ces choix, si nous n'investissons pas dans ce type de programme, peu de pays le feront, à part nous. Un tout petit peu les Anglais, les Allemands, mais peu de pays autrement. Et donc, il y a sur ces programmes, qui sont des programmes qui aujourd'hui assurent une partie de notre autonomie stratégique et qui demain peut-être participeront à l'autonomie stratégique de l'Europe, il faut pouvoir investir sur ces programmes en trouvant, cela dit, les moyens de la souplesse nécessaire entre les diverses catégories que j'ai citées. Sur le nucléaire, il n'y a pas de problème. D'une certaine manière, jusqu'en 2030, nous venons de recevoir en service opérationnel l'ensemble des programmes de relève. Donc la question se pose en réalité plutôt à un horizon de 2030-2035. Ce que je disais dans cet article, c'est qu'au tournant du quinquennat, à la fin du quinquennat qui vient, il y aura un certain nombre d'arbitrages à prendre sur les programmes de relève, à un horizon de 2030. Mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de, je dirais, de décision ou d'arbitrage à prendre aujourd'hui sur les programmes en cours. Je constate d'ailleurs que tous les candidats sur ce sujet sont tombés d'accord pour confirmer le maintien des composantes nucléaires et la nécessité de ce maintien. Le deuxième point, si on veut éviter des coups de rabot qui lissent, mais qui d'une certaine manière aboutissent à une armée d'échantillons ou une armée éparpillée, c'est de conserver cette capacité qu'a la France, comme les Britanniques, d'entrer en premier dans des conflits d'une certaine intensité. Et peu de pays l'ont.
C'est ce qui a permis à la France d'être tout de suite après les États-Unis et le Royaume-Uni de participer à la campagne aérienne du Kosovo, et c'est ce qui aussi a été manifesté au moment du conflit libyen. Cette capacité de la supériorité conventionnelle, elle détermine aussi, comme le disait Camille Grand, le niveau de participation dans les coalitions. Donc c'est tout à fait essentiel, parce que l'influence qu'on a, et y compris dans l'OTAN, ce n'est pas une influence institutionnelle, c'est une influence concrète. Est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on ne participe pas dans les opérations et à quel niveau ? Je pense d'ailleurs, pour faire un tout petit pas d'écart, qu'aujourd'hui, les querelles institutionnelles entre l'OTAN et l'Union européenne sont derrière nous. Les questions, d'abord, l'OTAN devient une organisation européenne avec le désengagement américain. Et les questions qui se posent aux Européens et auxquelles ils doivent répondre, que ce soit en intergouvernemental, bilatéral, trilatéral, dans des coopérations, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou que ce soit dans l'OTAN, c'est quelle vision stratégique commune, quelle politique et quels moyens. La Libye a montré que les Européens étaient en butée capacitaire, j'y reviens pas, ça a été dit, dans toute une série de domaines, de la surveillance aérienne, des ravitailleurs, etc., je n'y reviens pas. La question de la Libye a montré aussi, au moment de la résolution 1973, qu'il y avait eu un problème avec l'abstention allemande, qu'il y avait eu un problème de convergence de vision, même si ça a été momentané pour partie rectifier. C'est ça l'important. Que vous le traitiez, cette question-là, vision, politique, moyens, que ce soit des coopérations, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, les éléments de réponse, finalement, sont les mêmes. Donc ne nous enfermons pas des querelles institutionnelles qui sont pour partie derrière nous, mais regardons les moyens que nous avons de faire avancer cette cause qui est la cause des Européens. Alors avec quand même un bémol, c'est qu'il y a quand même une grande différence pour l'Union européenne. C'est que c'est une organisation politique, c'est qu'il y a un Parlement, c'est qu'il y a des ministres qui délibèrent dans un conseil. Il n'y a pas simplement des ambassadeurs et de temps en temps un sommet comme à l'OTAN. C'est une union politique. Et donc dans cette union, l'OTAN est une alliance militaire, peut prétendre vouloir être une organisation polyvalente de sécurité, mais je dirais fondamentalement, il lui manque ça. Or, vous ne pouvez pas transférer de la décision, des capacités, des compétences, sans être un minimum attentif au cadre politique dans lequel se font ces transferts. Pourquoi ? Parce que ça touche directement la souveraineté. Vous le voyez bien aujourd'hui avec la crise de l'euro. Quel est le problème de l'euro ? Ce n'est pas qu'on ait créé une banque centrale, ce n'est pas qu'on ait créé une monnaie unique. C'est que finalement, on n'a pas été assez vigilant quant à l'encadrement politique, quant à l'ensemble des institutions ou des orientations d'une politique. Et donc, d'une certaine manière, dès lors que ces questions politiques sont traitées convenablement dans l'Union européenne, peu importe ensuite la manière dont on les décline concrètement, je le répète, coopération intergouvernementale, coopération structurée dans l'Europe, politique à 28, union dans l'Union, ou encore problématique qui se situe à l'intérieur de l'OTAN et dans une nécessaire discussion avec nos partenaires américains. Le dernier point, me semble-t-il, après la supériorité conventionnelle, deux points que j'évoquerai. Je pense que la France a besoin de conserver la possibilité d'intervenir seule, de manière autonome, complète, avec une cohérence tactico-opérationnelle complète dans un certain nombre de cas. Le plus évident est évidemment celui de la sauvegarde de nos ressortissants, ce qui implique qu'on soit en toutes circonstances, on ait la possibilité pour un décideur politique d'avoir les moyens militaires qui permettent de faire face à ce type de scénario. Le dernier point, il est aussi extrêmement important, on l'a abordé, ou certains l'ont abordé un peu par petites touches, c'est celui des capacités de commandement, les capacités de planification. Ce qui fait la différence entre tous les pays européens, c'est ce que peu ont. Certains tentent de s'en doter comme les Allemands, d'autres l'avaient comme l'Angleterre, le Royaume-Uni ou la France. C'est des capacités de planification et de commandement qui soient stratégiques, qui soient opérationnelles, qui permettent à tout moment d'éclairer la décision politique, de pouvoir l'exécuter, de pouvoir la mener comme nation cadre et de pouvoir la contrôler politiquement comme quand nous sommes dans une coalition multinationale. C'est-à-dire de pouvoir donner aux décideurs, y compris le benchmarking, d'une programmation militaire
menée par une organisation intégrée ou menée par une coalition. C'est absolument décisif. C'est un nœud de souveraineté et c'est sans doute ce qu'il faut essayer de traduire et ce qui manque aujourd'hui en Europe, cette absence de capacité de commandement et de planification. C'est évidemment extrêmement difficile parce que là encore, on touche à quelque chose qui est sensible d'un point de vue politique, mais c'est évidemment quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà, il me semble que le prochain quinquennat, il s'ouvre finalement, je dirais, vu le débat actuel, dans une forme soit de consensus maintenu, soit, si on est plus sceptique, de désintérêt. Mais ce prochain quinquennat, il éclaire toute une série de décisions qui ne sont pas des décisions du court terme, qui ne sont pas nécessairement des décisions de ces 5 prochaines années, mais celles qui préparent un rendez-vous en 2030, quand le monde qu'on voit changer aujourd'hui aura encore plus évolué qu'on peut le constater aujourd'hui. Et puis, je ne vais pas laisser la parole au général qui a souhaité parler en dernier pour avoir le dernier mot, mais pour appliquer la logique du arma sedento gere, mais je lui laisse la parole. Avant de lui laisser la parole, avant 2030, il y a un sommet de l'OTAN à Chicago. Et comment est-ce qu'on va convaincre justement dans l'Europe l'Allemagne que la dissuasion nucléaire française n'est pas un substitut au bouclier antimissile. Non, enfin que le bouclier n'est pas un substitut à la dissuasion française, mais un complément. C'est un problème très concret. À mon avis, ça fait partie. À mon avis, ça fait partie des maladresses de traitement du précédent quinquennat. Je pense que la dissuasion nucléaire est un élément de notre souveraineté qui ne se discute pas. Et donc, dès lors qu'elle n'est indiscutable, je ne vois pas la nécessité d'en avoir fait un débat dans l'OTAN, y compris sur les armes intermédiaires de l'OTAN. Et donc, d'une certaine manière, le président de la République, avec son discours, à mon avis, d'une part, a abandonné ce qui faisait l'équilibre de la position française à travers son virtualité de la dissuasion, réalité du désarmement, parce que ce sont deux réalités que, de manière un peu schizophrénique, il faut conduire ensemble, parce que l'une, d'une certaine manière, renforce la légitimité de l'autre. Et c'est ce qui avait été fait depuis François Mitterrand et ce qui avait été poursuivi par Jacques Chirac, notamment avec la signature, l'arrêt des essais, la signature du traité du TIS, la prolégomène du traité Cut-Off. Et donc, à mon avis, il y a eu un premier déséquilibre qui a été lié à cette opposition frontale entre la réalité de la dissuasion et la virtualité du désarmement, ce qui a introduit par ailleurs une polémique avec nos alliés, y compris américains, ce qui nous a mis dans une position de faiblesse. Je pense que, voilà, sur cette question, la France, sur la question du nucléaire, la France a déterminé de manière souveraine il y a très longtemps ses choix. Elle ne les remet pas en cause. C'est pas un sujet, je dirais, c'est pas un sujet qui est négociable. Et puis après, il y a tout le reste de l'agenda de Chicago, qui est un agenda d'une certaine manière difficile, avec de très grands enjeux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, Luc Gauthier a parlé d'une mue extrêmement difficile. Étienne de Durand a évoqué la nécessité de revoir notre modèle de défense. Camille Grand a parlé d'un décrochage relatif de la France. Mon général, vous qui avez présidé au devenir de l'armée actuelle, qu'est-ce que toutes ces remarques vous inspirent? Est-ce qu'il faut revoir? Est-ce qu'on décroche? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on doit muer et vers quelle direction? D'abord, madame, je n'ai pas présidé aux destinées de l'armée actuelle, c'est le président de la République. Oui, d'accord. Je ne suis que chef d'État. Je n'étais que le premier des serviteurs dans le domaine de la défense. Je voudrais simplement, pour comment dirais-je, l'édification du public, revenir sur le petit dialogue que vous venez d'avoir. Vous avez dit, monsieur, il faut faire des choix. Faisons des choix. Moi, ça fait 25 ans que j'entends tous les matins, enfin, quand j'étais aux affaires, il faut faire des choix. À l'époque d'Alain Richard, à l'époque de Michel Marie ou des derniers développements, etc. Alors, dès qu'on propose un choix majeur, alors je ne me prononce pas sur le fond. Donc, vous proposiez en réalité un choix qui s'apparentait grosso modo à une espèce, je fais les choses simples, naturellement, de dissuasion concertée, et tout de suite, vous bloquez en disant... Ceci pour vous montrer l'extrême difficulté de faire des choix quand on est arrivé au niveau où nous en sommes dans les moyens qui sont ceux de la défense française. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas demandé à parler le dernier, on me fait parler le dernier, naturellement.
mais le débat pourra retrouver sa place. Je suis tout à fait d'accord avec la fin de l'intervention de Camille Grand quand il dit, parce que la question qui m'a été posée, c'est la France a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Réponse à laquelle on ne répond bien évidemment ni par oui ni par non. Ce serait trop simple. La vraie question, c'est la France veut-elle avoir les moyens de son ambition, de ses ambitions ? C'est tout à fait différent. La question des moyens, des ambitions, c'est une question fondamentalement, foncièrement politique. Et c'est même la première responsabilité du politique, c'est-à-dire du président de la République. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par ambition. C'est quoi les ambitions de la France aujourd'hui ? Nous n'avons plus d'ambition territoriale, nous n'avons pas de domaine royal à élargir, nous ne voulons pas porter nos frontières sur le Rhin, nous ne voulons pas saisir par la force des approvisionnements stratégiques nationalisés dans le Golfe ou en Afrique, que sais-je. Donc c'est quoi nos ambitions ? Est-ce que notre ambition, c'est le maintien à tout crin de l'État-providence ? Est-ce que notre ambition, c'est d'avoir une vigoureuse politique de rayonnement culturel de la France par sa diplomatie, par ses lycées ? Est-ce que notre ambition, c'est une ambition de recherche ? Est-ce que c'est une ambition industrielle, etc. C'est quoi notre ambition ? Et l'ambition militaire aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, et je suis un lecteur attentif de tout ce qu'écrit Joseph Nye avec ses théories sur le soft power, le hard power, le smart power. Aujourd'hui, on voit bien que dans la résolution des conflits dans le monde, on essaie de privilégier, et Dieu merci, le plus possible, le soft power, dans l'esprit, mais pas seulement, de la Charte des Nations Unies. Et on voit bien, naturellement, que ce soft power n'est efficace que s'il est appuyé par un hard power réel et significatif. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est en réalité, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons atteint la limite au-delà de laquelle nous ne pèserions plus rien sur le plan militaire ? Une question qu'on pose de manière récurrente depuis longtemps, mais nous sommes là devant un phénomène mathématique. Il y a un moment où nous rejoignons l'asymptote. Et je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on peut répondre à cette question oui, sans risquer d'être contredit ni par les faits, ni d'une manière générale par le débat public. Je crois que tout le monde sent bien qu'alors qu'on cerne mieux les risques et les menaces qui pèsent sur notre pays, tout le monde sent bien que cet outil militaire qui est réduit à sa stricte suffisance, aussi bien sur le plan de sa dissuasion, 4 sous-marins nucléaires, dont un seul en patrouille. Alors la dissuasion n'a de sens que si elle est permanente, bien sûr. 2 escadrons aériens, 300 têtes, des moyens de capacité de renseignement appuyés par une politique spatiale vigoureuse, la première en Europe déjà, 30 000 hommes seulement pour l'armée de terre, appuyée par les moyens navals et aériens nécessaires pour sa projection, etc. Un groupe aéronaval, 70 avions. Est-ce qu'avec cela, la France reste une vraie puissance militaire ou pas, et peut-elle descendre en dessous ? En réalité, la vraie question, c'est ça. Alors moi, mon sentiment là-dessus, c'est que finalement, le dossier, si j'étais encore aux affaires, me paraît plus facile à plaider aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore 5-6 ans, ou qu'il ne l'était même au moment où, en 1996, on a pris la décision de professionnaliser les armées françaises. Pourquoi ? Je vais vous le dire, madame, mais avant je vais faire quelques commentaires préalables. Ça a été dit 2 fois par vous, monsieur, et par je ne sais plus qui avant. Dans le domaine des questions militaires, nous sommes dans le long terme. Nous ne sommes pas dans le domaine des échéances électorales, nous ne sommes pas dans le domaine des quinquennats ou des législatures, nous sommes dans un domaine où nous prenons des décisions qui entraînent la sécurité de la France
pour les 4, 5, 6 décennies qui suivent. Vous avez parlé tout à l'heure du remplacement, des réflexions qu'il faudra avoir pour le prochain sous-marin nucléaire. Les décisions en matière de recherche préalable qui seront prises aujourd'hui auront des répercussions jusqu'aux années 2070, où tout le monde aura oublié qu'en 2012, il y avait des élections présidentielles, parce que le sous-marin que nous disposerons dont nous disposerons sera exactement le résultat des recherches qui ont été lancées. Donc pourquoi le dossier me paraît plus simple? D'abord parce que le budget de la défense est un budget modeste. Le budget de la défense aujourd'hui, c'est mission défense, bien sûr, 32 milliards. Alors je n'ignore rien du jeu de Bonneteau pour avoir été un adversaire partenaire de la maison Bercy pendant plus de 10 ans, où on brouille, tels les Clausewitziens de base, en y ajoutant un jour je te mets la gendarmerie, demain je te mets les pensions, etc. Les forces vives de la défense, c'est 32 milliards. Comme l'a dit Guillaume Étienne de Durand, c'est le plus bas niveau jamais atteint. Et nous arrivons à faire ce que nous faisons avec ces 32 milliards. Mais ça a une conséquence, c'est que, et nous représentons 10%, enfin la défense représente à peine 10% du budget de l'État. Nous sommes là des 80% de l'époque de Guizot, des 28% au sortir de la guerre d'Algérie, des 15% à la fin de la guerre froide. Usque non descendam. Il y a un moment où il va falloir que la chose s'arrête, bien évidemment. Donc nous sommes à un niveau bas. Et par rapport aux difficultés budgétaires de notre pays, on voit bien que ce budget de la défense, si lorsqu'il était à hauteur de 20% du budget de l'État, il pouvait représenter une vraie variable d'ajustement, aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Est-ce que pour 4 milliards d'euros qu'on supprimerait au budget de la défense, on va prendre le risque de mettre par terre un outil construit patiemment, sous les coups de boutoir de tous les éminents spécialistes dont nous avons eu des éminentissimes représentants aujourd'hui. Nous avons réussi à garder cet outil. Va-t-on mettre tout cela par terre, alors même que nous venons de faire la démonstration, face à l'Allemagne en Europe également, que le meilleur atout de la France sur la scène internationale, c'est son outil militaire. Si la France est un pays respecté aujourd'hui, elle l'a montré par la décision qui a été prise d'intervenir à Libye, si elle est capable d'avoir un certain leadership en Europe, elle l'a d'abord et avant tout, je n'ose dire exclusivement, par ses capacités militaires. Et je vois mal un chef de l'État, quel qu'il soit, investi de cette fonction suprême de chef des armées. On ne mesure pas assez en France à quel point le vrai chef des armées, au sens très exact, très concret, très quotidien, c'est le président de la République. Et on voit mal un président de la République, chef des armées, dont la première mission est la sécurité du pays, renoncer à cet atout qui lui donne leadership sur la scène internationale et qui lui donne autorité en Europe et en France pour cette politique de sécurité. Voilà pourquoi, madame, je trouve qu'il est plus facile de défendre le dossier de la défense en 2012 qu'il ne l'était en 2007, en 2002 ou en 1996. Alors, je disais tout à l'heure que dans la défense, nous construisons... Vous m'arrêtez à temps parce que je risque de partir pour une heure. Là. Je vais vérifier quand même. Vous avez encore 5 minutes. Ça vous va ? On construit pour la durée. Étienne de Durand a expliqué, avec l'autorité qu'il sied à un expert de ce niveau, qu'il fallait revoir le... Comment vous avez dit ? Vous n'avez pas dit le modèle d'armée, bien que vous ayez repli ce thème proscrit à la commission du Livre Blanc, souvenez-vous. Si, revoir le modèle. Le modèle. Monsieur Gauthier a dit il va falloir faire des choix. Ça fait... Une mue extrêmement difficile. J'ai été chef de la division plan, sous-chef plan, chef d'état-major particulier, président de la... Je savais bien que c'était vous. C'était vous.
J'ai pas fini de... chef d'état-major de l'armée, j'ai entendu dire cela 1000 fois. Faire des choix, c'est facile dans un colloque. C'est beaucoup plus difficile lorsque derrière, il y a des industriels, des programmes lancés, des partenariats, etc. Évidemment qu'il y a des décisions qui peuvent paraître surprenantes. J'en prends une. Par exemple, en 1996, lorsque l'on a décidé la professionnalisation, on a fait également le choix de maintenir le Rafale qui avait été décidé, enfin dans les premiers balbutiements sont apparus même en 85, 88. Bon. Qu'on n'a toujours pas vendu. Comment ? Qu'on n'a toujours pas vendu. C'est factuel. Madame, nous l'avons en France. On aurait des esprits distingués auraient dû dire comment vous transformez un outil de guerre froide en un outil de projection, dotons-le d'avions de transport nouveaux, dotons-le non pas de porte-avions mais de BPC, lesquels BPC, entre parenthèses, ont fait, bâtiment de projection de combat, qui ont fait merveille en Libye, plus que le porte-avions en réalité, dans le cadre de l'efficience opérationnelle. Mais non, on est resté sur des décisions antérieures, et il y a une vitesse des décisions, si bien que le pauvre général qui est dans ses cuisines, vous avez très bien fait observer, madame, que nous sommes passés entre la précédente table ronde et celle-ci, du salon à la cuisine, et qu'on était dans des choses beaucoup plus concrètes. On continue à faire ce que l'on peut sous les lazzi. Comment vous n'avez pas le courage de choisir? Comment c'est... etc. Tout ceci, j'ai les oreilles bourdonnent de toutes ces choses-là. Et le maintien d'un outil militaire sur son aire, comment dirais-je, la vitesse acquise est telle qu'il faut savoir admettre qu'un outil militaire doit être capable d'être utilisé, quelle que soit plus tard la situation diplomatique ou la situation conflictuelle dans laquelle il sera impliqué, pour des décisions qui ont été prises plusieurs années avant, face à une situation stratégique complètement différente. Je termine sur un point, si vous me laissez, madame. Je vous en prie. Je voudrais revenir sur le début de l'intervention de M. Camille Grand et faire entendre une voix un petit peu différente par rapport aux opérations extérieures. On nous explique, vous avez vu, on refait la guerre et on n'a jamais eu une telle pression opérationnelle. Et on cite, j'ai lu l'article dans le quotidien du soir, naturellement, de M. Hesbourg, nous expliquons, vous vous rendez compte, pour la première fois depuis Louis-Philippe ou je ne sais qui, la France fait 3 guerres en même temps. Restons la tête froide. D'abord, l'Afghanistan, je rappelle que ça dure depuis 2001. La Côte d'Ivoire, ça dure depuis 2002. Pourquoi nous n'avons pas eu un seul coup de fusil à tirer en Côte d'Ivoire, entre parenthèses, pendant tout le temps où j'étais CEMA, ça n'a rien à voir avec moi, bien sûr, c'est parce que nous avions enfin utilisé la force sur les avions de Gbagbo et que la Côte d'Ivoire est restée calme jusqu'à la contestation de l'élection qui a entraîné une opération de police musclée. Quant à la Libye, qui a duré 6 mois, elle a mis en jeu des moyens importants, mais quand même, 2 bataillons en Afghanistan, quelques escadrons en Côte d'Ivoire et un certain nombre d'avions et un certain nombre de bâtiments en Libye. Si l'armée française n'est pas capable de faire cela de manière naturelle, normale, le peuple français est en droit de demander des explications au chef militaire par rapport à l'argent que l'on met sur cette défense. Ceci me paraît... J'ai presque terminé, madame. Ceci me paraît extrêmement important. Mais qu'est-ce qui a changé? Et là, on revient avec Étienne de Durand. En réalité, ce que nos démocraties ne tolèrent pas, c'est la mort. L'Afghanistan fait irruption dans l'actualité parce qu'il y a des morts. En Libye, à peine mettait-on un avion à soldat qu'on expliquait « no boots on the ground ». Et ainsi de suite. Or, un outil militaire, il est fait pour risquer la vie
des hommes et des femmes qu'on envoie sur ces théâtres, parce que le pouvoir politique, le président de la République désormais autorisé par le Parlement, enfin je n'entre pas dans les détails de ces subtilités constitutionnelles, qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont l'expression d'une démocratie efficace, parce que le président de la République est comptable de l'avis de ces gens. Et ce qui donne cette impression d'opération extraordinaire, c'est le fait que l'on renoue effectivement avec des opérations plus dangereuses, qu'il y a des morts, qu'on tire des munitions et que ces munitions coûtent cher. Mais actuellement, nous avons 8000 soldats français en opération extérieure. Nous étions dans les années 2003-2004, 14 000. Donc il faut un peu regarder les choses avec sang-froid. Mais là, nous sommes sur la conséquence de quelque chose qui colore profondément nos opérations extérieures et qui sont les conséquences de la révolution numérique. C'est que l'exposition médiatique permanente des théâtres d'opération fait de l'opinion publique en temps réel et non plus en temps différé un acteur réel des opérations extérieures. Voilà, j'arrête provisoirement. Je vais me garder de conclure parce que je vais être impertinente et donc on n'en finira pas. Alors donc, mais en revanche, ne vous en allez pas tout de suite. Prenez cette chance de poser des questions à nos intervenants. Est-ce qu'il y a un micro? Oui, il y a un micro par là. Je vous demanderai, comme ma consoeur, de vous présenter. Monsieur là-bas, tout au fond. Voilà. Je vous signale aux derniers arrivants qu'il y a de nombreuses places libres devant, si vous voulez éviter la dureté des escaliers. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mafei. Je me permets de vous poser une question qui me semble quand même d'une très vive actualité, et même une actualité brûlante. La France a signé un accord de défense avec les Émirats arabes unis. Or, il semble que la situation soit devenue très tendue vis-à-vis de l'Iran, puisque Obama vient de signer définitivement la mise en place de l'embargo sur les exportations pétrolières. Quelles sont les conséquences pour la défense française de ce genre d'accord, surtout dans un contexte pareil? Qui veut répondre parmi vous? Je peux faire une réponse mot à la fin, mais vous laisserez les spécialistes de la FRS répondre de manière plus subtile. Nous appliquerions l'accord. Voilà. Mais ce n'est pas la peine de vous rigoler, mais nous avons un accord de défense avec les Émirats arabes unis. Nous avons engagé la voix, l'autorité de la France. Ces accords sont publics, je crois, maintenant. Non ? Enfin, ces accords ont un certain nombre de dispositions. Il est évident que si les Émirats arabes unis étaient attaqués de telle sorte que ça rentre dans les dispositions de cet accord, je ne vois pas comment cet accord pourrait ne pas être appliqué au risque de déshonorer la France. Voilà. Un accord de mutuelle assistance, alors, de type OTAN. Il y a un accord qui prévoit l'aide de la France dans un certain nombre de circonstances, etc. C'est-à-dire, si les Émirats arabes unis sont attaqués, la France vole à leur secours. La France applique les accords de défense qu'elle a passés avec... Mais c'est la raison d'être des accords de défense. Oui, non, mais ces accords consistent en ça. Voilà. D'accord. Je vous en prie. Je vous dis, nous appliquerions les accords. Les problèmes que ça pose du point de vue, bien sûr, extérieur, qui est celui de l'expert, donc qui n'est pas au courant ni du détail de l'accord, ni de tout cela, mais donc point de vue de armchair strategist, en quelque sorte. C'est évidemment pour notre modèle de dissuasion... Une stratégie de fauteuil, je traduis. Parce que voilà, stratège en chambre, en français. C'est notre modèle de dissuasion, il n'a jamais été pensé pour faire de la dissuasion élargie. Donc si on devait en venir jusqu'à mettre en jeu le nucléaire, je ne sais pas à quel point on y a réfléchi, mais enfin ça pose un certain nombre de questions. Et en deçà de ce seuil, ça pose la question technique de ce qu'on appelle la posture iranienne de déni d'accès
Autrement dit, les Iraniens, quand on voit la façon dont ils s'organisent, les achats de matériel qu'ils font, clairement, on cherche à empêcher les Occidentaux en général, pas spécifiquement les Français, à pouvoir déployer des moyens militaires de la région, que ce soit des moyens navals, des moyens aériens, donc à taper des bases, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est très exigeant. Ça participe de ce à quoi Louis Gauthier faisait référence tout à l'heure, c'est-à-dire les capacités d'entrer en premier. Donc ça, c'est très exigeant technologiquement. C'est-à-dire que si on se projette en effet sur un scénario face à l'Iran, disons à horizon de 10 ou 15 ans, il est clair que ça exige de notre part le maintien, et probablement même plus que le maintien, des capacités actuelles. Vous avez tout à fait raison de souligner que notre format militaire est aussi conditionné par notre capacité à honorer les accords que nous avons avec tous ces pays, pas simplement là. Il y a juste un petit complément sur cette question-là. Il est évident que les États du Golfe, ce qui est très intéressant quand on discute de la menace iranienne, c'est qu'en Europe, il y a toujours un débat pour savoir si elle est vraiment là, etc. Les États du Golfe, pour eux, elle est déjà là, et elle est là depuis un certain temps. Et qu'une des réponses qu'ils ont trouvées, qui est une réponse parfaitement légitime, c'est de se tourner vers leurs amis en Europe et en Amérique du Nord pour leur dire est-ce que vous signez des accords, d'ailleurs souvent assortis d'accords commerciaux par ailleurs, mais ça c'est pas le cœur des affaires, en disant de manière à lier au maximum dans l'ordre américain, français et britannique à leurs intérêts. Et les meilleurs moyens pour faire ça, c'est de leur ouvrir des bases et d'avoir une empreinte au sol pour respecter le principe churchillien sur l'efficacité de la dissuasion élargie, qui est qu'il lui suffisait d'un soldat américain en Europe, de préférence mort, pour que ça fonctionne. Une question par ici, une autre par là. Peut-être qu'on va les prendre ensemble. Gilles Roquette. Je suis très respectueux de ce que, monsieur le général, vous ayez abordé cette notion de la révolution numérique qui, effectivement, produit comme effet collatéral cette instantanéité de l'appréciation par un public inédit de toute initiative militaire, de tout ce qu'est quelque part cette matière complexe du conflit vécu en temps réel. Et, disons, cette révolution numérique avait eu un préalable lors du premier conflit irakien, c'est que le monde entier était scotché sur l'espèce de feu d'artifice qu'on nous sortait, dont on nous gavait, je dirais, sur les écrans, je dirais, un peu comme si nous étions comme les espèces de types addicts comment dirais-je, de jeux vidéo, comme nous étions que d'imbéciles spectateurs, ce que j'appellerais de choses qui étaient inévaluables, qui étaient quelque part choquantes, qu'il était choquant de proposer en pâture à un public déconcerté. Bien. Ce jour, même si ça n'était pas dans le Monde d'aujourd'hui, ou ça le sera peut-être dans l'édition du soir, il est évoqué le déclavetage de Dassault de ce grand projet d'autonomie, quelque part, de la France, de l'Europe, dans ce qu'on appelle tous ces territoires du cloud computing, puisque quelque part Dassault ou quelques autres s'alarment de voir d'autres acteurs concurrents dans l'espace français compétitionner comment dirais-je, le travail engagé qui aurait dû quelque part être, disons, qui aurait dû mobiliser l'ensemble des professions. Au-delà donc ce qu'on appelle de ce que vous avez évoqué dans votre fin d'intervention sur la révolution numérique, et précisément cette fragilité de l'institution militaire face précisément à l'instantanéité de toutes les décisions et de leurs conséquences, je crois que je rebondis là-dessus, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, pour évoquer le fait que... Excusez-moi, M. Roquette, est-ce que vous voudriez bien poser votre question ? Nous avons perdu une grosse partie de notre autonomie informatique avec l'effondrement du modèle Bull il y a 30 ou 40 années. On ne va pas recommencer tout le temps. Voilà. Merci. C'est à moi que vous posez la question. C'est en général. Une autre question tout en haut. Est-ce que d'autres bras se lèvent ? Ah voilà, une troisième et peut-être dernière, parce que le temps court. Merci.
Question courte, mon Est-ce que général. vous pouvez vous présenter, s'il vous Alain plaît. Boudier, commission technique 3AF, Association aéronautique astronautique de France. Mon général, même si vous n'êtes plus aux affaires, votre proximité avec la chose militaire est toujours d'actualité, si je vais me permettre. Ma question donc est très courte. Au sujet, en ce qui concerne le PP30, le plan prospectif à 30 ans, où en est son actualisation? Merci. Voilà une excellente question. Alors, une dernière question, monsieur. Merci, Nicolas Giacometti de l'IHEDN. Ça marche, oui? Non. Alors, c'est bon? C'est bon, là? oui. D'accord, c'est bon. Donc, Nicolas Giacometti de l'IHEDN. Ma question concerne la défense antimissile de territoire. On en parle beaucoup en ce moment. Donc, en cette matière, quelles sont nos ambitions, ou quelles devraient être nos ambitions, et quels sont les moyens qu'il faudrait mettre en face? Et avons-nous les moyens de mettre en face? Avons-nous les moyens de mettre, les moyens qu'il faudrait pour répondre à ces ambitions? Voilà. Merci. Alors, première question, Dassault, qui veut répondre? Peut-être plus généralement sur la question du cyber. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un des nouveaux champs de compétition et que c'est un des champs de compétition dans lesquels les émergents, dont on parlait de manière bienveillante tout à l'heure, pourraient nous dépasser. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans un dispositif où, parce qu'en Inde, en Chine, un effort très important est fait sur cet axe-là, on peut se trouver dans une situation d'être technologiquement dépassé ou en tout cas mis en difficulté. La question cyber n'est pas une question extraordinairement coûteuse. Elle demande des choix, pour le coup, qui ne sont pas budgétaires au sens parce qu'ils n'ont pas des implications industrielles énormes, mais qui est de simplement faire un petit peu attention à ces affaires-là. C'est déjà le cas pour la question de la protection des infrastructures critiques. La question, c'est peut-être de passer à une échelle un petit peu plus stratégique, c'est-à-dire de ne pas simplement s'intéresser aux communications gouvernementales et des choses comme ça, mais de penser les choses de manière un petit peu plus globale, comme étant un des phénomènes stratégiques, un des espaces de compétition stratégique. Nouveaux espaces stratégiques. Le PP30, mon général, c'est pour vous? Oui, je veux bien. Au PP30 et la question de la défense antimissile. Parce que, et en même temps, de répondre sur la problématique des choix. Oui, évidemment, depuis 20 ans, on a fait des choix, on a même géré l'un après l'autre sur la professionnalisation, sur les choix qu'on faisait en matière d'arsenal stratégique pour la France. Sauf qu'il me semble quand même que cette séquence de 20 ans de réforme, elle est pour partie achevée. Et vous avez d'ailleurs raison de souligner que sur la problématique du format, on était au taquet. En revanche, et vous l'avez aussi souligné un peu en creux, on rentre dans des problématisations sur les programmes de relève. Vous évoquez le Rafale lancé à la fin des années 80, mais on pourrait prendre pratiquement toute la panoplie des armées. Le Charles Leclerc, les hélicoptères TIG, le NH-90, etc. Et donc, dans les 5 prochaines années, ce qui va être particulièrement difficile, et j'en viens à votre question, c'est justement de programmer à la fois le financement des acquisitions pour réaliser ce qu'on n'appellera pas le modèle d'armée, puisque ça vous chagrine, la maquette. Pas du tout. Et donc, on rentre bien là dans la problématique aussi du PP30, c'est-à-dire comment c'est cette planification glissante, etc., et comment financer des études, des développements de programmes de relève qui n'arriveront pas immédiatement dans les forces, mais qui sont nécessaires. Et dont certains, on en voit bien la difficulté, que ce soit les drones, est-ce qu'il y aura un jour un futur avion de combat européen, etc., un futur avion de combat de relève des actuels avions de combat européens. Toutes ces questions, là aussi, posent un problème à la fois à notre pays, mais à nos partenaires européens. Alors que, je le disais, l'horizon d'intégration européen est de plus en plus difficile à cerner et que le contexte change quand même beaucoup autour de nous. Ça a été déjà souligné. Alors, sur la défense antimissile, je dirais que oui, il y a d'une certaine manière des réponses à votre question. Le souhait de la France serait de pouvoir participer à un système de cette nature en y apportant des contributions industrielles, en apportant des briques à un schéma de façon à ne pas être intégré, au risque d'ailleurs d'une perte d'autonomie, dans un système complètement architecturé par les Américains, étant à la fois les seuls donneurs d'ordre in fine et en même temps ceux qui distribuent le travail et les besoins de financement de leurs partenaires à ce projet. Donc c'est un problème, c'est cette défense antimissile. D'abord, il y a une vraie question de pertinence à poser, c'est-à-dire jusqu'où on va. Il y a ensuite une question d'assèchement des budgets, français ou européens, pour contribuer à ce programme. Il y a une question,
On l'a évoqué, on n'y est parvenu, j'y reviens pas, de complémentarité ou au contraire de difficultés particulières du montage de ce projet par rapport à l'autonomie de notre dissuasion. Et je pense effectivement que ça va être un des grands sujets du sommet de Chicago, mais aussi pour l'avenir, pour les Européens. Est-ce que les Européens... D'ailleurs, là encore, on en revient à une question que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelle vision des Européens sur leur défense ? Quelle vision ? Et ça, elle est structurante d'un point de vue des moyens de leur défense collective et des moyens financiers qu'ils veulent affecter à cette défense. Et ça a toute une série de conséquences sur nos industriels en tant qu'architectes de programme ou au contraire en tant qu'équipementier de l'industrie américaine. Étienne de Durand, vous vouliez ajouter un petit mot très rapidement. Alors, sur les défenses antimissiles, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Louis Gauthier. Il faut être clair, à budget constant actuel, si on se lance là-dedans, il y aura un effet d'éviction inévitable, voire même majeur, à la fois sur la dissuasion et sur les forces conventionnelles. Donc les défenses antimissiles, comme d'ailleurs le cyber, mais encore beaucoup plus pour les défenses antimissiles, vu les volumes financiers impliqués à terme, pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui on parle de structure de commandement, etc., ça a l'air pas cher. C'est quand on rentre dans les phases suivantes que ça le devient beaucoup plus. À budget constant, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Une des raisons de plus pour lesquelles le thème ne devrait pas être comment réduire les capacités de défense, mais comment les augmenter. Alors, dernier petit mot, quand je dis retoucher le modèle, je ne pense pas qu'il faille le revoir de fond en comble. Ce que je disais, c'est d'abord qu'il faut garder un modèle qui puisse agir à tous les niveaux et surtout le spectre, qui soit en partie tous azimuts, en tout cas d'un point de vue capacitaire, parce qu'en effet, ce sont des bateaux au long cours et qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Les crises, par définition, sont imprévisibles. Camille le rappelait, n'importe qui aurait dit en 2000 qu'on allait intervenir en Afghanistan aurait été dégagé de la salle sous les rires de l'Assemblée. Donc voilà, un outil de défense se planifie, se prépare dans la durée, et par définition, on ne peut pas exclure certaines hypothèses de conflit. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est sortir d'une certaine logique héritée de la guerre froide, dans laquelle on cherche à chaque fois ce qu'il y a de mieux pour tous les équipements, pour toutes les plateformes, etc. Enfin, nous, en France, on a d'ailleurs fait des choix sans doute plus raisonnés de ce point de vue-là sur certaines plateformes. Il faut qu'on développe cette logique-là. Autrement dit, chercher à être vraiment à la pointe sur un certain nombre de capacités identifiées comme décisives, aussi bien technologiquement que militairement. Et pour le reste, et je pense à un certain nombre de véhicules, par exemple, ou de navires, se contenter de choses plus simples et beaucoup moins chères. La guerre froide nous a conduit vraiment... il faut se souvenir, à l'époque, on ne faisait pas la guerre. C'est une compétition virtuelle face aux soviétiques. Donc on regardait ce qu'ils avaient, on faisait mieux qu'eux de des quantités plus limitées. Je crois qu'il faut achever de sortir de ce modèle-là aujourd'hui. Voilà, donc je m'inquiète de certains projets tels qu'ils existent aujourd'hui, qui sont très ambitieux technologiquement. Merci. En général, un mot sur le PP30. Oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, non, le reste, ils ont assez parlé, mieux que moi. Le PP30, c'est le plan prospectif à 30 ans. Il est toujours là, monsieur PP30, oui. C'est le plan prospectif à 30 ans. Il y a 10 ans, c'était la star des stars. Vous arriviez boulevard Saint-Germain ou à Ballard, PP30, PP30, PP30. Sous les combats qui sont arrivés ensuite pour la deuxième loi de programmation, la RGPP, etc., le PP30 s'est un peu effacé. Mais ça m'amène au commentaire suivant. La guerre, la véritable guerre d'un chef d'état-major des armées, c'est la bataille pour le maintien, la consolidation et la préparation de l'outil militaire adapté à la France d'aujourd'hui et de demain. Et le PP30, dans cette perspective, reste le document, s'il est bien tenu et bien fait, bien évidemment, dans lequel il va puiser ses arguments pour gagner les arbitrages. Tout à l'heure, M. Camille Grand faisait la liste, ou vous, je ne sais plus, l'un de vous deux, faisait la liste des capacités, des trous capacitaires. On n'a évidemment pas attendu la Libye pour se rendre compte que nous n'avons pas de SEAD, que nous n'avions pas assez de ravitailleurs, que nous n'avons pas assez de ceci, que nous n'avons pas assez de cela. Mais c'est le résultat des arbitrages, qui sont toujours des choix, qui font que le président de la République, en Conseil de défense, après que le chef d'état-major des armées et le ministre, bien entendu, se soient exprimés, et les arguments qui permettent d'avoir la meilleure décision possible, eh bien, on peut les puiser notamment dans le PP30, qui a vocation à dissiper le brouillard de la guerre de l'outil militaire.
C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Oui, voilà, j'espère que le prochain président, quel qu'il soit, sera éclairé par vos interventions, vos débats sur le PP30, les enjeux, les défis et l'incertitude de l'avenir, puisque vous avez parlé de brouillard, effectivement. S'il faut prévoir stratégiquement à si long terme, c'est difficile. Je pense que, et j'espère quand même que nos tables rondes de cet après-midi l'auront un petit peu aidé à y voir plus clair. Je vous remercie d'être resté jusqu'à 6h30. Et je vous souhaite une bonne soirée.